Alors, je remercie en tout cas de m'avoir invité pour faire cette présentation, notamment Jacques qui m'a fait cette proposition. Voilà, je vais utiliser des datations effectuées au laboratoire depuis les années 80. Donc, je tiens donc à associer à cette présentation les dendrochronologues qui se sont succédés au laboratoire de Neuchâtel, et spécialement Heinz Seger et Patrick Gassman, qui ont beaucoup mesuré, daté de bâtiments dans le canton de Neuchâtel ou dans les cantons voisins. Donc, les datations qui ont été faites il y a 30, 40 ans ont toutes été vérifiées dans les années 2000. Donc, la méthode évolue, les référentiels sont plus nombreux, les possibilités de calcul aussi sont très différentes aujourd'hui avec le développement de l'informatique. Donc, les dates que je vais soumettre aujourd'hui, elles ont été vérifiées. Donc, cette photo a été prise, c'est un petit clin d'œil lors du 40e anniversaire du laboratoire. On est dans l'ordre d'apparition au laboratoire avec Georges Noël Lambert, le fondateur. Et puis, on va bientôt fêter les 50 ans du laboratoire dans 2 ans, en 2023. En fait, la dendrochronologie, c'est l'étude du temps par les arbres. Donc, depuis les années 80, la recherche sur le patrimoine bâti a connu un énorme essor grâce notamment à ce développement de la dendrochronologie, avec la possibilité de dater à l'année près les édifices en bois, mais également de dater les parties maçonnées qui sont étroitement liées aux différentes structures d'étages, solivages, charpentes. Il y a donc un intérêt évident au recours à une datation pour l'étude des bâtiments, même si beaucoup d'informations se retrouvent dans les archives. Mais depuis ses débuts, la dendrochronologie a beaucoup évolué et ses domaines d'application dépassent aujourd'hui l'exercice de la datation absolue pour amener d'autres informations grâce à l'interprétation des cernes de croissance des arbres. Dans chaque élément en bois analysé, il y a l'histoire d'un arbre qui a inscrit dans ses cernes les modifications de son environnement, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. Au laboratoire de Neuchâtel, ces nouvelles applications de la dendrochronologie se sont concentrées essentiellement à des études préhistoriques où la possibilité de faire parler le bois s'est rapidement avérée capitale puisqu'aucune ressource écrite n'est disponible pour cette période. L'étude du bois et des cernes de croissance a permis d'amener beaucoup d'informations sur la gestion de la forêt et du bois d'œuvre, de son cheminement, du lieu d'approvisionnement jusqu'à son utilisation dans des constructions. Donc, la période lacustre, c'est un peu le premier âge d'or de la dendrochronologie, où la méthode a pu faire ses gammes, du moins pour notre laboratoire, qui a été fondé en 1973, juste après celui de Zurich, dans un contexte où le tracé de l'autoroute A5 traversait de nombreux palafites. Le second âge d'or, eh bien, c'est la période qui nous concerne aujourd'hui, 1350 à 1850, avec l'archéologie du bâti. Cette date de 1350, d'ailleurs, colle très bien avec les plus vieux bois conservés et encore en fonction aujourd'hui dans des bâtiments du canton de Neuchâtel. On le verra plus tard, je vous en parlerai. L'intérêt supplémentaire avec ce second âge d'or, c'est la possibilité de confirmer les dates que le dendrochronologue donne grâce aux archives. Il y a un échange continu entre le dendrochronologue et le spécialiste du patrimoine bâti. Un retour sur son travail que le dendrochronologue n'a pas en préhistoire. Et aujourd'hui, avec des milliers de prélèvements, au-delà de l'exercice de datation, un travail conséquent pourrait être fait dans notre laboratoire sur l'évolution de la gestion de la forêt et du bois d'œuvre pour cette période de 1350 à 1850. En fait, ces deux âges d'or découlent des problèmes de conservation de la matière organique en milieu terrestre. Le bois dans un milieu sec ne se conserve que sous un état carbonisé. Donc, le bois dans les fouilles archéologiques terrestres fait cruellement défaut pendant une bonne partie de la préhistoire ou de la protohistoire. Pourtant, dans un milieu humide, à l'abri de l'oxygène, des bactéries, des champignons, il peut se conserver des milliers d'années. Donc, ces différences de conservation entraînent de grosses lacunes dans notre connaissance de l'utilisation du bois à travers le temps et entraînent même que peu d'étudiants en archéologie sont formés sur l'étude du bois, contrairement à l'étude de la céramique, du lithique, de la terre cuite, qu'ils connaissent beaucoup mieux.
Mais le bois intégré dans un bâtiment, à l'abri des intempéries, peut se conserver des centaines d'années. Et c'est aussi la première période, 1350-1850, qui permet aux dendrochronologues de travailler sur des échantillons secs avec de nouvelles possibilités de prélèvement sous la forme de carottage. Et ces prélèvements peuvent être ensuite conservés sur le long terme, avec la possibilité de refaire des mesures n'importe quand. Donc, au-delà des fichiers de mesure qui sont en fait le fonds de commerce d'un laboratoire de dendrochronologie, pour cette période, il y a également le stockage de milliers de carottes ou de sections de pièces d'architecture qui peuvent être reprises et puis réétudiées plus tard. On a déjà repris certaines carottes dans des projets. Par exemple, on a étudié le bois de résonance, évidemment, en carottant énormément de bâtiments. On a eu la possibilité de carotter énormément d'épicéas à travers le temps. Et puis, évidemment, pour étudier le bois de résonance, il faut étudier d'autres paramètres que uniquement la largeur des cernes. Donc, on a pu reprendre ces échantillons-là. Évidemment, certaines poutres retrouvées sont malgré tout complètement altérées, mais la particularité du bois, c'est qu'il, malgré une dégradation avancée, il peut encore résister. On a peu de bâtiments qui se sont écroulés. En fait, la conservation du bois va surtout dépendre un peu des moyens qu'ont les propriétaires à entretenir leur maison. Une fuite d'eau provenant du toit et qui se prolonge dans le temps va condamner à moyen terme une charpente, tout comme sa mauvaise aération. Donc, il nous est arrivé d'aller carotter une charpente dans une atmosphère étouffante et moite et d'avoir de la peine à obtenir des carottes tellement le bois était humide. Et les causes de ce mauvais état de conservation, elles étaient connues et remontaient à une dizaine d'années pour une charpente qui datait du XVIe siècle, donc qui avait déjà résisté plus de 500 ans. Donc en une dizaine d'années, une charpente en bois peut se dégrader très rapidement. Donc, dans cette étude, je vais me concentrer sur des prélèvements qui ont été vraiment, qui proviennent du patrimoine bâti, mais surtout sur l'ossature des maisons. Donc, le solivage, la charpente, pas tellement les lambrissages, les escaliers, les parquets. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de retrouver les phases de construction, de rénovation des maisons en fonction vraiment des dates d'abattage des arbres. Donc, j'ai trié toutes ces dates qui ont été faites au laboratoire. J'en ai retenu 2500. Donc, ce qui nous donne un échantillonnage quand même assez représentatif pour faire quelques hypothèses, ou en tout cas une étude assez sympathique. Donc, à côté du patrimoine bâti, c'est vrai qu'on va trouver quand même d'autres bois datés qui viennent, par contre, des fouilles archéologiques dans des milieux humides. On a beaucoup de canalisations en bois, on a quelques puits, beaucoup d'aménagements de berges qui concernent cette période. Et puis, je terminerai ma présentation en disant 2 mots quand même sur la navigation, car nous avons fait récemment de nouvelles découvertes pour la période, donc des découvertes qui sont vraiment inédites. Et ces épaves sont étroitement liées finalement à la construction des bâtiments, puisqu'elles transportent finalement la matière première pour la construction. Alors voilà, ça c'était je vous ai oublié de changer là. Donc pour les datations dendrochronologiques qui sont prises en compte pour cette petite étude que je présente là, c'est uniquement les datations qui ont le dernier cerne de croissance, donc qui ont la saison d'abattage des arbres. En dendrochronologie, on a toujours 3 niveaux de datation, à la saison près, parce que le cambium est présent, une estimation de la date, notamment qui peut être faite pour le chêne. Si quelques cernes d'aubier sont conservées, on arrive à estimer finalement la date d'abattage. Et si l'aubier n'est pas présent, si on a uniquement du duramen, la date c'est un terminus postquem et on peut être très loin évidemment d'une phase de construction d'une maison avec un échantillon. Donc là moi j'ai uniquement pris en compte les échantillons qui proviennent vraiment avec des dates d'abattage à la saison près.
Je les ai répartis par siècle. Donc, les premières bois qui ont été retrouvés datent du 14e. Et puis, je les ai répartis, on voit l'évolution finalement de la conservation des bois dans les bâtiments en fonction des différents siècles. 15e siècle, on en a encore très peu. Un boom au 16e siècle, on a quand même pas mal de choses, 17e, 18e, 19e. Dans tous ces... Donc, dans cet histogramme, c'est un peu le reflet des bois qui sont conservés dans les bâtiments, et ça ne correspond évidemment pas au nombre de bâtiments classés par période par l'Office du patrimoine, mais ça donne un aperçu des structures en bois par siècle qui sont encore conservées aujourd'hui. Tous les bâtiments classés n'ont pas été datés non plus par l'ordre chronologie, avec 2500 datations dans le canton. La répartition des dates dans le temps et l'espace permet une étude intéressante. Donc, la particularité du canton, c'est aussi un développement dans différents niveaux d'altitude, sur le littoral, dans les vallées, et en altitude à plus de 1000 mètres, avec développement notamment de deux centres urbains, la Chaux-de-Fonds et le Locle, avec évidemment des possibilités d'approvisionnement en bois qui sont très différents, qu'on soit sur le littoral ou en altitude à la Chaux-de-Fonds. Donc voilà, les premières attestations de bois au XIVe siècle, on en a très peu. Dans le bas du canton essentiel, uniquement, des éléments chêne, uniquement chêne, isolés dans une structure. Alors ça peut être aussi des pièces récupérées. On n'a pas évidemment une structure entière qui date de cette époque, comme un solivage, c'est vraiment des pièces isolées. Et puis, on a, alors là, j'ai aussi ajouté sur la carte sur Thiel, on a un renfort de berge qu'on a trouvé du XIVe siècle. Évidemment, c'est important pour la création de référentiels dans ces périodes. L'omniprésence là du chêne provient certainement de sa forte durabilité, car la période précédente, je dirais de 800 à 1250, elle est marquée chez nous par la présence de nombreuses pêcheries qui ont livré beaucoup de bois et notamment du sapin. Donc le sapin est déjà bien actuel et bien utilisé à côté du chêne, qui lui, en préhistoire, est omniprésent. Alors au XVe siècle, toujours des éléments isolés en chêne dans le bas du canton, mais également en sapin. En sapin, on a un solivage, par contre, dans le château de Neuchâtel. Et puis, sur le haut du canton, les premiers bois conservés, avec notamment au Locle, dans une des plus vieilles fermes du canton, la deuxième plus vieille ferme du canton, avec des poteaux en épicéa qui proviennent d'épicéas battus pendant l'hiver 1485-1486 et qui sont toujours en place. La plus vieille ferme du canton, elle, se trouve dans la commune de La Sagne. Elle conserve encore sa charpente avec des éléments sapins en épicéa datés de 1460. Donc évidemment, quand je dis la plus vieille ferme, c'est la plus vieille ferme où on a des datations d'endroits chronologiques. Au XVIe siècle, là, il y a vraiment une forte augmentation des structures encore en place aujourd'hui. Beaucoup de charpentes datent du XVIe siècle et elles sont complètes. Et cette progression des constructions au XVIe siècle, semble nous donner en tout cas cette image, se traduit également par le développement d'une multitude de règlements forestiers pendant le XVIe siècle. Et c'est une preuve que l'exploitation de la forêt augmente, alors pas seulement évidemment pour le patrimoine bâti, mais aussi comme source d'énergie. Et on a également au XVIe, là, les premières dates au Val de Travers et à la Chaux-de-Fonds. Donc, la Chaux-de-Fonds, on a un peu c'est un peu différent. La Chaux-de-Fonds a brûlé plusieurs fois. On a perdu énormément de vieilles fermes sur son territoire. Au XVIIe siècle, il y a une stagnation, voire une légère régression des structures en bois conservées. On en a guère plus qu'au XVe siècle, au XVIe siècle.
On a des datations dans les deux centres principaux, hein, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. En fait, on n'a pas retrouvé beaucoup de pièces en bois qui datent de cette période-là. Et ce hiatus, il est encore plus frappant si on regarde plus attentivement l'évolution du XVIIe siècle. Alors, je reviendrai tout à l'heure, car au milieu du XVIIe siècle, on a une période où on n'a pratiquement rien daté. Alors moi, je ne me l'explique pas, mais peut-être que Jacques ou Christian auront une réponse à ça. Au XVIIIe siècle, il y a une forte hausse des structures conservées. Là, elle double par rapport au XVIIe siècle. Et là encore, il va falloir revenir sur l'absence des chantiers du milieu du XVIIe siècle qui fausse un peu l'évolution. Au XVIIIe siècle, on constate aussi une systématisation de l'exploitation du bois, avec une approche plus scientifique de l'exploitation forestière. Et puis, au XIXe siècle, on retrouve le même développement, avec un développement évidemment important dans les deux centres principaux, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Voilà, c'est une représentation un peu de l'évolution qu'on peut se faire à travers les structures encore en place en bois et parfaitement datées, qui nous donne un petit peu un inventaire de la richesse qu'on peut encore trouver dans le canton sur ces pièces en bois. Alors, j'avais envie de revenir un petit peu sur cette période du XVIIe siècle. Donc là, on voit un peu l'évolution sous une autre forme. Donc, avec l'évolution, en fin de compte, des phases d'abattage de tous les chênes de tous les arbres, pardon, qui ont permis des constructions. Donc, quand je parle des phases d'abattage, en fait, je dresse une liste en fonction des chantiers. Si une charpente si on fait 15 prélèvements dans une charpente qui est contemporaine, qui est du 15e siècle, de 1520, je vais compter évidemment qu'une date pour ce chantier, 1520. Donc ici, on a à peu près une évolution avec 300 chantiers différents de construction pendant ces siècles qui nous occupent. Et puis, vous voyez que si depuis 1500, il y a une bonne augmentation de la conservation de ces éléments en bois, dès 1600, 1630, 1636 même, il y a une chute et puis un trou jusqu'en en fin de compte, 675. On a uniquement deux témoignages, un à Haute-Rive et un à Neuchâtel, de construction ou de reconstruction, de rénovation d'un bâtiment pendant cette période-là. Donc voilà, sur autant de datations, ça m'interpelle. Évidemment, moi, je n'ai pas la réponse. Parmi tous ces échantillons, il y a une répartition des essences qui se fait entre le chêne et les conifères. Donc le chêne représente que finalement 13% de toutes les datations qu'on a faites, de tous les prélèvements qu'on a faits pendant ces siècles. C'est très peu, compte tenu que si on va faire des prélèvements et on trouve du chêne, on va forcément privilégier le chêne pour dater les maisons. Par contre, pour l'épicéa et le sapin, voilà, ils sont à peu près moitié-moitié. On trouvera un peu plus d'épicéa en altitude, sur les constructions en altitude, mais on a une proportion qui est très semblable. Le pin sylvestre, on ne va pas l'utiliser, je l'ai mis quand même là parce qu'on le retrouve et puis ça nous a permis de faire des référentiels, mais il est uniquement dans des renforts de berges, dans les puits, dans les canalisations. Donc en fait, compte cette proportion du chêne, très faible du chêne, est évidemment un peu bizarre parce qu'on quitte des périodes où le chêne représentait pratiquement 90% de l'utilisation du bois. Et puis là, on chute énormément. Donc on sait que cette période 1350 à 1850, on a une diminution quand même de la température, une baisse de la température. Et les chênés demandent énormément de soins et les chênes doivent être favorisés par rapport à d'autres essences comme le hêtre,
qui va se sentir beaucoup mieux pendant cette phase de refroidissement. Ces chaînées, en fait, se retrouvent, et là, on a une carte phytosociologique des forêts près de Beauvais, au bord du lac de Neuchâtel. C'est toutes ces chaînées qui peuplent le pied du Jura et qui sont magnifiques, ont été utilisées depuis la préhistoire. En fait, elles ne sont pas sur des sols qui sont des sols favorables, vraiment, qui sont optimales pour le chêne, mais qui sont surtout optimales pour d'autres essences comme le hêtre. Et en fait, tous ces sols, c'est des hêtrés, et les vrais chênés, elles sont en rouge. Et si on laisse tous ces parcelles se développer naturellement, on n'aurait plus du tout de chênaies en très peu de temps. Donc, c'est toujours la question qui se pose, même depuis la préhistoire, est-ce qu'on a favorisé le chêne? Donc, on sait que c'est uniquement depuis le Moyen-Âge qu'on pratique, qu'on a en tout cas la mention de pratique pour favoriser une essence et puis pour entretenir ces chênaies avec les premiers principes de la sylviculture. On n'en a évidemment pas mention avant, même à l'époque romaine. Pour les autres essences, pour le sapin et l'épicéa, ces deux essences on les retrouve toujours mélangées dans un même bâtiment, toujours ou presque, surtout dans la charpente. Pour le solivage, il y a plus de régularité. Il y a quelques exceptions, notamment l'hôtel des 6 communes à Moitié, qui a brûlé en 1524 et qui est représenté ici, a été reconstruit pendant l'hiver avec des arbres coupés pendant l'hiver 1525-26 et c'est uniquement des sapins. Mais cette homogénéité dans l'utilisation d'une essence, c'est très rare. On a également la charpente des caves du palais à Neuchâtel qui a été en l'hiver 1850-51. La provenance, en fait, du bois est toujours très locale. Chaque chantier peut donner lieu à la création d'une courbe de référence et ainsi permettre de les comparer ensemble et de déterminer la provenance du bois. Donc, cette provenance peut aussi être déterminée en calculant la vitesse de croissance des arbres. Celle-ci, elle est beaucoup plus forte sur le plateau à 500 mètres d'altitude que dans les montagnes neuchâteloises. Donc, on sait par exemple que la maison du Prussien à Neuchâtel ou la maison Carré à Auvergne ont été construites avec du bois des montagnes neuchâteloises. Mais ce sont plutôt des exceptions. On allait chercher le bois le plus proche possible en amont du bâtiment à construire. Et quand on est appelé pour faire des datations dendrochronologiques, on sait que si on va sur le plateau, on aura beaucoup plus de problèmes à dater des bois car il comporte beaucoup moins de cernes que si on va dater une ferme dans la vallée de la Brévine. Alors, jusqu'il y a peu, entre l'époque romaine, et là j'ai envie justement de revenir sur la provenance des matériaux et sur le transport des matériaux, entre l'époque romaine et le milieu du 19e siècle, on n'avait jamais retrouvé d'épave en Suisse occidentale, ni dans la région des Trois-Lacs, ni dans le Léman. Et pourtant, le trafic lacustre est étroitement lié à la construction de nombreux bâtiments. Donc, les carrières du pied du Jura ont servi, dès l'époque romaine jusqu'à la fin du 19e siècle, pour de nombreuses constructions en acheminant les blocs sur la rive sud du lac ou dans le lac de Morat ou de Bienne. Et en fait, ces dernières années, 2 bateaux ont été découverts lors de prospection archéologique et ont été fouillés très, très, très récemment. Et ces 2 bateaux ont été datés par des analyses d'ordre chronologique de 1537 et 1771. Donc, c'est les 2 premières épaves qui nous permettent de mieux comprendre l'évolution de l'architecture navale, mais elles nous apportent aussi des éléments originaux, car elles ont chacune un petit peu leur petite histoire. On a ce bateau ici du XVIe siècle qui a été daté. La découverte était originale puisqu'on a uniquement retrouvé un tas de cailloux, mais qui ne nous semblait pas être un chargement de bateau. Donc, il avait une forme beaucoup plus régulière avec des assises
une forme quadrangulaire de 3 mètres sur 3, et puis une partie des cailloux qui avaient de dimensions plus importantes par-dessus, qui semblaient s'être écroulés d'un côté. Donc, en allant chercher des éléments pour dater ce tas de cailloux, on a découvert qu'il y avait un bateau dessous, entièrement conservé dessous. Et puis, ben voilà, on a pu le dater, 1500 quelques, puis on a finalement recherché là dans les archives si on ne pouvait pas trouver quelque chose qui se rapportait à ce bateau. Et en fait, dans la magnifique collection à Schauenburg, qui regroupe énormément de cartes de la région, dans la carte 26, il y a cette carte-là, on voit le bout du lac de Neuchâtel, avec au centre ici un élément en pleine eau, construit en pleine eau, avec une base quadrangulaire. Or, le recoupement avec la carte et puis les cartes modernes, on arrive à situer exactement notre découverte à cet emplacement-là. On est à la sortie de la Thièle, de l'ancienne Thièle. Et puis, en fait, ben, c'est marqué, on a sur une autre carte où on s'est expliqué enfin, l'origine de la construction de cet élément en pleine eau. Finalement, c'est une balise, c'est un signal qui indiquait aux bateaux l'entrée du canal de la Thièle pour pas qu'ils aillent s'échouer sur les hauts fonds. Donc, cet élément est très original parce qu'en fait, la fouille nous a révélé que le bateau il avait été utilisé pour aller construire ce signal en pleine eau. Donc, ils ont construit les premières assises sur le bateau. Ils ont coulé le bateau à la place voulue, à l'emplacement voulu, et ils ont terminé la construction. C'est un procédé alors qu'on connaît très bien l'époque romaine, mais je crois qu'il n'avait jamais été documenté pour le XVIe siècle et pour les lacs, quoi. Donc, on a retrouvé un petit peu de mobilier. En fait, ce mobilier, alors la pièce d'argent date de 1622. Elle nous indique un petit peu la construction, certainement, nous donne des informations sur la date de construction de la balise, de ce signal en pierre. Le bateau est plus vieux, ce qui est normal parce qu'on n'allait pas prendre un bateau récent pour aller le couler dans le lac volontairement. Et puis, tout ce mobilier, ben, il y a des choses qui peuvent dater du XVIIe siècle, peut-être des choses un peu plus récentes, comme ce plumier en noyer, mais en fait, il date de l'utilisation de ce signal qui pouvait très bien être accessible par différentes personnes. On pouvait très bien s'arrêter au bord du signal et puis s'asseoir sur l'empierrement et perdre des choses très originales. Voilà, on a une paire de chaussures homme, une chaussure dame. On a des choses très, très disparates. Peu de mobilier, évidemment, puisque c'était uniquement au milieu du lac. La deuxième épave, alors elle est beaucoup plus intéressante encore que pour justement le patrimoine bâti. C'est un bateau qui date de 1771, qui était daté de 1771. Ici, on voit un chargement avec des blocs très bien taillés, environ 1 mètre de long sur 40 d'épais et 40 de haut. Donc, des blocs on a souvent retrouvé au 19e siècle des bateaux, mais après 1850, des bateaux avec des chargements de blocs, mais c'est souvent vraiment des blocs, oui, des petits blocs informes, en tout cas qui ne sont pas taillés, c'est de la matière première brute. Ici, on a un magnifique chargement, 55 blocs taillés. Donc, quand on a refait la fouille et la photogrammétrie du bateau, on s'est dit qu'ils avaient certainement un peu trop chargé le bateau. Donc, on a retrouvé des mentions d'ailleurs plus récentes, mais des articles de journaux qui mentionnent que les bateaux parfois partent où on voit que voilà, le plat-bord il a ras de l'eau. Donc, ils prenaient des risques tellement pour traverser le lac avec des chargements très importants. Là, c'était le cas. Et ce bateau se dirigeait en fait vers le canal de la Broye quand il a coulé. Donc, il allait certainement utiliser pour une construction. On a la date précise, 1771. Ce bateau, en tout cas, la coque, elle est vraiment en très bon état. On dirait que les planches sont neuves, donc il n'a pas eu une utilisation de très longue durée.
Donc, on peut imaginer que, voilà, au plus tard, 1780, 1790, on devait avoir une construction peut-être à Mora. Donc, évidemment, moi, j'ai déjà une question toute faite pour l'intervenant suivant, hein, Gilles Bourgarel. Est-ce qu'il n'aurait pas une maison de cette époque-là, 1780, à Mora, où il lui manque un pan de mur? Donc, voilà, j'y formulerai la question un peu différemment, mais ça serait une question intéressante à lui poser. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. En fait, je finis avec ces deux images qui sont des arbres finalement qui ont certainement poussé au début de notre période, 1350, qui ont traversé toute notre période, qui nous semble vraiment si riche en événements. Et puis, ben voilà, dans un seul arbre qui est encore vivant aujourd'hui, lui, il a vécu toute cette période de 1350 à aujourd'hui encore. Ils sont bien vivants, on peut encore aller les visiter, et qui montre un peu finalement cette importance de ce patrimoine, parce que ces deux arbres font partie aujourd'hui de notre patrimoine naturel. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabien, pour ce très bel exposé. Comme je dois te poser une question selon la tradition, je ne vais pas te poser une question sur la datation de bâtiments, mais plutôt sur ce que les courbes que tu as étudiées, notamment dans les montagnes neuchâteloises, pourraient nous apprendre sur le climat. Est-ce qu'on lit des conséquences claires du petit âge glaciaire ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments qui ressortent? Oui, alors elles sont très, très sensibles, surtout en altitude, hein. Donc, c'est les meilleures courbes pour étudier le climat, c'est ces courbes des montagnes châteloises, en tout cas pour notre région. C'est des arbres qui seront beaucoup plus sensibles au climat et on voit des signatures magnifiques à travers les siècles. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de dater avec précision pendant cette période-là, c'est ces signatures climatiques qui ressortent très fortement. Et elles sont particulièrement importantes dans les montagnes châteloises, sur les épissas et les sapins. Il y a d'autres pendant cette période, alors qui commencent à se voir, c'est que en fait, les dendrochronologues, la dendrochronologie, les datations sont presque plus faciles en préhistoire, où on avait moins d'interventions humaines sur les arbres, qu'aujourd'hui, où avec le développement de la sylviculture, on va énormément intervenir dans une forêt ou une autre, hein, dans des divisions forestières, mais on ne va pas le faire en même temps. Et on voit quand on synchronise des arbres ensemble que ben voilà, des arbres qui semblent pas très éloignés dans une région, ils vont avoir des différences de croissance, tout simplement parce on est intervenu dans ces forêts pour favoriser certains arbres, pour faire des coupes d'éclaircies et qui se marquent très bien sur ces arbres-là. Donc, c'est aussi des éléments importants pour un petit peu comprendre et puis mettre le doigt sur ces interventions humaines, sur ce développement finalement de la sylviculture, pas seulement sur le climat. On a ces deux signatures, c'est des signatures anthropiques et climatiques. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut prendre, il y a à ma connaissance une seule question qui a été posée sur le chat, celle d'Hélène. Est-ce que les datations dendrochronologiques dans le canton de Neuchâtel dans la Suisse romande ont apporté des modifications à des premières datations de bâtiments, comme par exemple en Suisse centrale, les maisons rurales? Alors, j'espère que ça a apporté énormément, justement, ben, c'est surtout toi et Christian qui pourraient nous répondre, mais je pense que oui, je pense que, en tout cas, ça confirme beaucoup d'hypothèses que vous faites quand vous étudiez un bâtiment, et peut-être la datation vient confirmer justement ces hypothèses-là. C'est un plus. Parfois, ben, vous êtes obligé de revoir un petit peu ce que vous ressentiez à la lecture d'une maçonnerie d'un bâtiment. Mais je pense que c'est un échange, justement. Et puis, j'espère bien que la dendrochronologie a beaucoup apporté, vous a apporté énormément d'éléments pour mieux comprendre l'évolution de en tout cas, des éléments, même en pierre,
qui constituent les bâtiments. Oui, je te remercie. Je crois que je peux confirmer qu'effectivement, ça nous apporte beaucoup. Peut-être la différence, c'est qu'en Suisse centrale, des bâtiments ont pris plusieurs siècles d'ancienneté grâce à ces datations, ce qui a peut-être été moins le cas chez nous, où on a avec d'autres critères déjà des datations au siècle près, mais ça amène, disons, ça a changé fondamentalement certaines datations, effectivement. Si je peux me permettre, c'était par rapport à la question d'Hélène, ces maisons en Suisse centrale, on est quand même dans un cas très particulier. C'est exceptionnel, en fait, ce niveau de conservation. On a des bâtiments de la fin du XIIe siècle, dans une région qui n'a pas, comme chez nous, connu la révolution de la maçonnerie, c'est-à-dire attendez, je vais mettre ma caméra. Ce que j'appelle la révolution de la maçonnerie, c'est qu'on a, à partir de la fin du Moyen-Âge et au XVIe siècle, on a vraiment un changement de paradigme complet l'architecture de bois disparaît chez nous. Et ça, c'est vraiment un gros handicap. Ça explique aussi pourquoi on n'a à peu près pas de façade médiévale et de maisons médiévales dans une région comme la nôtre. Par contre, on sait que les maisons existent avant, j'en parlerai un petit peu dans ma présentation. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est la disparition du matériau de base à la toute fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Voilà, merci.